Pays non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Votre réaction à chaud? C'est un grand succès en tout cas pour notre diplomatie, le rayonnement diplomatique de notre pays. Vous savez que beaucoup de pays font tout pour être membre non permanent du Conseil de sécurité ou même avoir ce poste prestigieux de vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies, faute d'en être président. Mais c'est quand même assez prestigieux parce que les deux organes, à la fois le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée générale, sont des organes principaux de l'organisation internationale. Donc, ça nous permet, ça nous donne des canaux importants pour faire valoir le message de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les questions d'ordre international actuellement dans le monde. C'est un hasard ou c'est une construction d'une vie diplomatique depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de ce pays? Je crois que c'est le résultat d'une stratégie qui a été mise en place depuis très longtemps. Vous savez que le président de la République a tout fait pour que le Congo la voix du Congo soit entendue dans le concert des nations et particulièrement aux Nations Unies, avant même de faire valoir la position de notre pays au sein même du continent africain. Parce que l'organe permanent du Conseil de sécurité qui est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est là que les grandes décisions se prennent. Et la voix du Congo peut être entendue en étant membre non permanent, surtout en ce qui concerne la réforme même du Conseil de sécurité. Vous savez que le continent africain n'est pas représenté au sein de cet organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et ce n'est pas normal. Et il y a des propositions qui ont été faites pour qu'il y en ait l'Afrique soit représentée par 2 membres au sein du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas encore réalisé parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs, beaucoup de réticences de la part des permanents du Conseil de sécurité qui veulent à tout prix garder leur privilège de contrôle de cet organe stratégique important sur le plan international. Et maintenant, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, être vice-président, c'est un élément important parce que toutes les grandes questions internationales sont discutées à l'Assemblée générale des Nations Unies. Même si les décisions que prend plutôt l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais ça a une influence considérable au sein de la communauté internationale. Et le Conseil de sécurité n'est jamais totalement sourd aux voix qui s'expriment à l'Assemblée générale des Nations Unies, dont il est lui-même l'émanation. Donc c'est très important que nous ayons obtenu ces 2 places importantes. Et le Congo agira sur la meilleure représentativité du Conseil de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Le Congo aussi fera valoir ses atouts importants parce que, comme vous savez, aujourd'hui, il y a la crise climatique et nous sommes considérés comme un pays solution en la matière, non seulement pour l'atténuation, mais aussi pour la transition énergétique parce que nous disposons des atouts importants, non seulement à travers le bassin du Congo, mais aussi des minerais critiques qui permettent à ce que on se passe des énergies fossiles. Alors, je suis en train de tenter de vous demander s'il y a encore d'autres enjeux et les défis à relever au regard de cette élévation de la RDC au niveau des Nations Unies. Ah oui, très important, parce que, par exemple, aujourd'hui sur le continent africain, il est important qu'on soit dans le Conseil de paix et de sécurité. Parce que là, on ne peut pas louper cette occasion pour le rappeler, nous sommes en conflit avec le Rwanda, et le Rwanda fait partie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et ce n'est pas à notre avantage, parce que, comme vous voyez, les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité sont beaucoup plus contraignantes que celles que prend le continent africain, parce que Kigali
a eu une longueur d'avance sur nous, sur le plan diplomatique, particulièrement au sein de l'Union africaine. Et il est question aujourd'hui de renverser la tendance. Et je pense que il est important que nous militions pour être membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais en même temps dans d'autres organisations sous-régionales. Et puis, dernièrement, vous avez remarqué aussi que ce qui s'est passé à Malabo, c'est-à-dire que, en principe, Kigali, qui aurait dû assumer la présidence de la communauté des États, communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, mais vous avez remarqué que les 11 chefs d'État qui composent cette organisation n'ont pas accepté que Kigali assume cette présidence, parce que assumer cette présidence, ça voudrait dire que le prochain sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale allait se tenir à Kigali. Or, si ça se tient à Kigali, la République démocratique du Congo ne pourra pas être présente. Et l'absence de la République démocratique du Congo est un élément absolument négatif, parce que nous constituons notre position au sein de l'Afrique centrale est une position stratégique importante. Notre pays est extrêmement important au sein de la communauté, et l'absence de la RDC aurait été quelque chose de pas tolérable par les autres chefs d'État. Alors, le fait qu'on ait dénié à Kigali la présidence de la communauté des États de l'Afrique centrale est un signal fort que lancent les chefs d'État de l'Afrique centrale à Kigali, pour que Kigali respecte non seulement l'acte constitutif de l'Union africaine, mais aussi les résolutions et même les dispositions pertinentes de la charte de l'Organisation des Nations Unies, qui prohibe impérativement le recours à la force dans les relations internationales. Comment vous trouvez la diplomatie menée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son arrivée à la tête du pays? Une diplomatie vraiment dynamique. Et puis d'ailleurs, ce que nous récoltons aujourd'hui comme moisson fait partie du rayonnement diplomatique de notre pays actuellement au sein de la communauté internationale. Je vous rappelle que le chef de l'État a effectué beaucoup de voyages, et il y a eu beaucoup de critiques à ses propos. Les voyages qui payent aujourd'hui. Et voilà, le temps diplomatique a toujours été lent, mais on finit toujours par récolter des résultats escomptés. Donc aujourd'hui, comme je l'ai rappelé depuis la semaine dernière, le simple fait que nous soyons aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes aussi, il faut le rappeler, membre du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, qui est aussi un organe prestigieux en matière de la défense des droits fondamentaux des individus, est aussi quelque chose de très, très, très positif. Et tout ça, c'est le résultat de la campagne menée tambour battant par le chef de l'État et effectivement la ministre des Affaires étrangères. Vous aviez dirigé ce ministère des Affaires étrangères. Ouais. Et c'est facile aujourd'hui, vous aviez fréquenté tous ces milieux-là. Et c'est vraiment facile d'y accéder à ce niveau où la RDC s'y trouve pour le moment? Ce n'est pas facile du tout, parce qu'il faut mener un travail de plaidoyer par la dernière minute. Il faut commencer ce travail assez tôt, parce que rien ne s'improvise. C'est le résultat d'un travail important, méticuleux, sur le plan diplomatique pour arriver à ce résultat. À l'époque, ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on est, par exemple, aujourd'hui membre du Conseil des droits de l'homme. Moi aussi, j'ai eu à affronter ce combat et il a fallu parcourir le monde entier, non seulement le continent africain, pour faire le lobbying, mais en même temps le continent asiatique et même en Amérique latine, pour essayer obtenir l'appui des 77, comme on l'appelle, le groupe des 77. Parce qu'à l'époque,
les Occidentaux étaient contre nous, sauf les deux pays du Sud, comme le Portugal et l'Italie, qui se sont démarqués de la position, par exemple, de l'Union européenne. Mais les Américains, par exemple, le Canadien, tout le monde était à l'époque contre nous. Et il a fallu donc tout faire pour que ce qu'on a appelé à l'époque le tiers-monde, donc les pays en voie de développement, puissent nous accorder leur soutien. Et c'est par cela que nous avons pu obtenir, sans le vote des Occidentaux, malgré une campagne vraiment, mais alors très très dure, qui a été menée contre nous. Mais cette fois-ci, je crois que les conditions ne sont plus les mêmes. La situation a beaucoup évolué et nous avons maintenant un président de la République, effectivement, qui attache une très grande importance à cet aspect diplomatique. Lui-même peut-être aussi le fait que même quand il était dans l'opposition, il était responsable des relations extérieures, lui a permis de voir l'importance qu'il faut accorder à nos relations avec la communauté internationale, parce que nous ne sommes pas une île, nous appartenons à un concert de nations, et pour ce faire, il faut absolument améliorer nos relations avec la communauté internationale pour préparer notre rattrapage en matière de décollage socio-économique. On reste un peu sur l'élection de la RDC comme pays membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais curieusement, pendant le vote, il y a 4 pays voisins qui n'ont pas voté pour nous. Le Congo-Brazza, ici en face, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda et le 4e pays, il y a aussi le Kenya, qui n'ont pas voté. Comment vous trouvez cette attitude des pays qui sont voisins à la République démocratique du Congo de voter contre l'élection de la RDC comme pays membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que, je vous dis très sincèrement, pour tous ces pays voisins de l'Est, je prendrai par exemple la question du Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda, par exemple, sont de frères ennemis. Ils se regardent en chien de faïence, mais sur la RDC, il y a une très grande complicité. Et chacun veut garder sa sphère d'influence en République démocratique du Congo. Et par conséquent, quelles que soient les divergences qui les opposent, ils sont unis sur la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient voté contre nous. Mais pour le Congo-Brazza, par exemple? Bon, pour le Congo-Brazza, moi, je suis encore un peu sceptique. Parce que je soupçonne un autre pays africain et qui n'aurait pas voté pour nous. Et d'ailleurs, d'après quelques éléments que j'ai et qui se recoupent, je ne veux pas mettre ma main au feu, mais je pense que c'était un autre pays plutôt que le Congo-Brazzaville qui n'a pas voté pour nous. Très bien. Ouais. Alors, il y a une résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande au Rwanda de quitter sans condition les territoires congolais. Mais cette résolution tarde à venir? Non, la résolution a été prise et cette résolution, je le rappelle, a été votée à l'unanimité. Donc les 15 membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité sont arrivés à ces consensus qui constituent la résolution 2773. Et cette résolution impose des obligations à tous les protagonistes du conflit en République démocratique du Congo, à commencer par le Rwanda, à qui on impose l'obligation de retirer ses troupes sans condition et immédiatement de la République démocratique du Congo et de cesser toute aide au M23. Et au M23, le Conseil de sécurité a demandé qu'il se retire des zones qu'il occupe et qu'en même temps, qu'il procède au démantèlement de toutes les administrations parallèles qu'ils ont mises en place. Donc c'est tout à fait ferme. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit, nous sommes dans un contexte de la communauté internationale où règne l'anarchie. L'anarchie ici, il ne faut pas le comprendre au sens de désordre, donc au sens commun du terme, mais au sens où il n'y a pas de gouvernement mondial aujourd'hui qui dispose de monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qui peut imposer certaines décisions, comme le ferait un État, par exemple. Donc, mais
le simple fait que cette résolution a été prise et à l'unanimité est un élément extrêmement important. Et le fait aussi que le Kigali, donc le Rwanda, ait été nommément mentionné comme un pays qui a violé l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est un élément important. Et l'image de Kigali aujourd'hui est ébréchée à travers cette résolution importante du Conseil de sécurité. Donc ce que nous attendons maintenant, c'est l'application de cette résolution. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale subordonne, même si ce n'aurait pas dû être le cas, mais je tiens encore à vous rappeler que le Conseil de sécurité est à la fois un organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais il ne faut pas oublier que c'est un organe qui est quand même politique. Toutes les décisions qui sont prises au sein du Conseil de sécurité le sont à travers des marchandages, des tractations, des concessions par-ci par-là, pour qu'on obtienne l'appui de tous les pays qui composent cet organe-là. Donc il en est le même aussi pour l'application de la résolution, ça va se faire à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, le fait que les États-Unis d'Amérique aient pris l'initiative d'offrir leurs bons offices pour la recherche de la solution au conflit qui nous oppose à Kigali est un nouvel élément qui est extrêmement important. D'une part, même s'il n'y a pas de gouvernement mondial aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance économique militaire de la communauté internationale, non seulement sur le plan économique, en même temps, le premier pays sur le plan diplomatique et même sur le plan stratégique. Donc, c'est le seul pays où le chef de l'État peut avoir une influence déterminante sur les protagonistes au conflit pour que ces protagonistes appliquent la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, je viens d'apprendre, c'est encore à confirmer, que par exemple, pour le deal, qu'est-ce qu'ils appellent le deal, c'est-à-dire l'accord de paix qui est en gestation, les États-Unis exigent que, avant que la signature de cet accord ait lieu, il faudrait d'abord que les troupes rwandaises quittent la République démocratique du Congo. Ça doit être un signal fort pour l'efficacité de la solution à la crise congolaise et qui a pour origine l'agression de notre pays par le Rwanda. C'est contraignant cette décision des États-Unis sur le fait de voir d'abord le Rwanda quitter la RDC avant de signer cet accord de paix. C'est contraignant? C'est relativement contraignant parce que, bon, comme j'ai dit, les États-Unis ne sont pas un pays qui est investi par la communauté internationale d'imposer l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais simplement, c'est quand même une puissance dont on ne peut pas ignorer quelque part les positions que cette puissance prenne. Et les États-Unis entretiennent de très bonnes relations avec Kigali. Et d'ailleurs, même sur la coopération militaire, ils ont une coopération militaire avec les États-Unis. Et les États-Unis peuvent conditionner la poursuite de cette coopération à l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, je pense que nous pouvons compter sur l'influence importante sur Washington à l'égard de Kigali. Nous allons parler de ce partenariat RDC-États-Unis sur les mines, ouais. Mais parlons d'abord, passons d'abord un mot sur les négociations de Doha, ouais, entre la partie gouvernementale et le M23, mais ça a capoté, pourquoi? Bon, ça a capoté parce que les exigences du M23 sont peut-être, moi je ne suis pas parmi les négociateurs, mais les quelques informations dont nous disposons nous renseignent que les exigences du M23 sont tellement élevées que la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas céder. Mais je dois attirer quand même votre attention sur le fait que les négociations de Doha ne font pas partie du processus formel qui a été mis en place par l'Union africaine.
pour la recherche de la solution à notre crise. Ça a changé avec la modification de la Constitution. Et qu'est-ce que vous attendez de Faure Gnassingbé? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la réforme constitutionnelle qui a été faite au Togo, il y a un président de la République et puis il y a un président du Conseil. C'est-à-dire qu'on a instauré vraiment un régime parlementaire où c'est le président du Conseil, le président du Conseil de ministres, qui dispose de tout, la majeure partie du pouvoir avec une responsabilité devant l'Assemblée nationale. Donc, mais le président de la République du Togo aujourd'hui est un président qui est un président arbitre, qui a une présidence symbolique, mais l'effectivité du pouvoir est entre les mains du président du Conseil. Faure Gnassingbé va réussir là où João Lourenço n'a pas pu faire quelque chose. Je crois qu'il y a lieu de faire confiance, surtout avec les bons offices quand même des États-Unis, parce que ce qui se passe à Washington peut aider le président Faure à réussir son travail. Parce que si l'accord de Washington est conclu, ça facilitera effectivement le travail de président Faure dans la confirmation des résultats obtenus à Washington. Revenons un peu sur ce deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Nous attendons bientôt la signature de ce partenariat. Il y a même certaines sources qui parlent même que le Congrès américain aurait donné son feu vert au niveau de ce deal dans le secteur minier. Est-ce que vous croyez vraiment que ce deal va résoudre les problèmes, surtout quand on sait qu'au niveau interne, il y a une certaine opinion qui pense que non, le Congo va brader ses richesses minières au profit des États-Unis d'Amérique? Non, pas du tout. À mon avis, il y a lieu d'être rassuré. D'abord, pourquoi ce partenariat stratégique avec les États-Unis pour l'exploitation de nos minerais? C'est tout simplement parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, malheureusement, nous ne disposons ni de l'expertise, ni des moyens conséquents pour exploiter nos richesses. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, au fait, qu'il y a cette fameuse crise à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a beaucoup d'ambitions prédatrices de la part de nos pays voisins, avec la complicité, effectivement, de nos compatriotes. Bon. Mais maintenant, pour mettre fin à cela, il faut faire appel aux investisseurs étrangers qui ont à la fois l'expertise et les moyens pour exploiter ces richesses, parce que l'exploitation de ces richesses de manière formalisée, c'est-à-dire ici, ce que nous voulons, c'est sortir de l'informel, qu'on formalise à la fois l'exploitation, la production, même la transformation de nos richesses pour permettre la création d'emplois. Vous savez que la moitié de notre population est jeune et que cette jeunesse est sans emploi aujourd'hui. Et le meilleur créateur d'emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les meilleures créatrices d'emplois et des emplois ici décemment rémunérateurs. C'est le seul moyen de régler la question de sans-emploi dans notre pays. C'est cela qu'il faut rappeler. D'où la proposition qui a été faite par le président de la République aux entreprises américaines de venir contribuer à la formalisation de l'exploitation, encore qu'il y aura, il est prévu, si ça s'est conclu, une clause de transfert de technologie pour nous permettre aussi de bénéficier de cette expertise pour qu'à un moment donné, nous puissions prendre l'exploitation de nos minerais à notre charge personnellement. Donc c'est un élément important. Mais l'originalité de ce partenariat, c'est justement le gage sécuritaire. Tout simplement parce que, comme vous savez, les États-Unis, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont la première puissance économique, militaire et diplomatique du monde. Et si les entreprises américaines viennent exploiter nos minerais dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux, ça il faut le rappeler, hein, c'est mutuellement avantageux. C'est pas un bradage. C'est pas un bradage du tout. Et d'ailleurs, le contrôle se fera non seulement ici au pays, mais même le Congrès américain
n'acceptera pas du tout que les entreprises viennent conclure des contrats léonins comme on a eu à le faire auparavant. Donc c'est ça l'originalité du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. La simple présence des entreprises américaines en République démocratique du Congo et dans les zones en conflit est dissuasive aux ambitions prédatrices de nos voisins, ce qui peut garantir une paix durable, une paix pérenne à l'est de la République démocratique du Congo pour le grand bien de nos populations de l'Est, mais aussi pour la République démocratique du Congo, parce que l'exploitation de ces minerais de manière formalisée a un impact sur le trésor public congolais. Revenons un peu sur la politique intérieure du pays. Vous êtes également un opérateur politique, Léonard Chiokitono, figure bien connue dans le monde politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde réclame d'accompagner les prêtres au niveau de son pacte ou de leur pacte social. Il faut un dialogue et pour qu'on puisse se mettre ensemble et trouver une solution aux problèmes qui se posent au niveau de notre pays. Vous êtes de cet avis? Moi, je pense que le premier élément parce que tout ça, ce sont des propositions pour la recherche de la solution à la crise qui se vit en République démocratique du Congo. Alors, je crois qu'il y a des étapes à franchir. Dans tous les pays du monde, il y a à chaque fois une majorité et une opposition. Donc le fait qu'il y ait un débat sur le plan politique à l'interne, ce n'est pas nouveau et ça va continuer. On ne trouvera pas un gouvernement qui soit accepté unanimement par tout le monde. Il y aura toujours une majorité et une opposition. Alors le fait qu'il y ait un débat à l'interne ne veut pas dire que ces débats peuvent être considérés comme une crise politique au point où le pays n'est plus gouverné. Ce n'est pas ça le problème. Donc ici, je pense que la priorité des priorités, c'est comment faire pour venir à bout de l'agression de notre pays. Et, mon cher ami, quand vous êtes dans une maison en train de vous chamailler avec votre femme, et que, comme disaient nos grands-parents, et puis quand vous apprenez qu'il y a un boa qui veut rentrer dans la maison, la première des choses, c'est vous unir pour s'occuper de ce boa, et puis après vous venez régler vos comptes après. Mais ici, le pays est occupé par un État étranger. Les Congolais, tous les Congolais doivent taire leurs divergences pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette agression. Et puis après, on viendra dialoguer sur le plan interne pour voir comment on peut améliorer la gouvernance de notre pays pour l'intérêt général. C'est comme ça qu'il faut procéder. Mais il ne faut pas ici lier l'aspect interne du conflit avec l'aspect externe. L'aspect externe, c'est l'agression de notre pays. Il faut d'abord qu'on règle cette question de l'occupation de notre territoire par un pays étranger en violation de toutes les conventions internationales qui régissent les relations internationales. Et après, nous pourrions, en ce moment-là, le président de la République, à travers l'article 69 de la Constitution, est le garant de la nation, c'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions, et c'est lui aussi l'arbitre quand il y a un problème sur le plan interne. Donc il appartiendra au chef de l'État lui-même de prendre des initiatives pour écouter toutes les couches sociales du pays et voir ce qui ne va pas et ensemble qu'on trouve une solution pour régler le problème. Croyez-vous que la guerre d'agression menée par le Rwanda en République démocratique du Congo tend vers sa fin? Je crois que ça tend vers la fin parce que Kigali aujourd'hui ne peut plus se comporter comme auparavant. Je crois que tout le monde n'est plus dupe aujourd'hui. Ce qui vient de se passer à Malabo est un signal fort, montre effectivement qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont plus dupes et qui ne gobent plus tout ce que Kigali est en train de dire sur le plan diplomatique. Donc c'est un élément important. Les sanctions ciblées contre les personnalités rwandaises et même les responsables du M23 sont très éclairantes à ce propos. Et puis, il ne faut pas non plus négliger. Regardez, par exemple, on soupçonne le Congo-Brazzaville d'avoir voté contre nous, mais quand je vois que même à Brazzaville,
les fameux accords sur l'exploitation de terres. Ils ont résilié. Le gouvernement congolais vient de résilier. C'est pas... Il faudrait aussi vérifier, honorable Achille Okitundu, parce que le ministre rwandais des Affaires étrangères, j'ai ouï dire que lui n'est pas au courant de cette résiliation de ce contrat. En tout cas, ça a été annoncé aujourd'hui même sur RFI. Je crois que le gouvernement congolais a constaté que cet accord est devenu caduc parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu exploitation comme ça a été prévu au VA. Au fait, c'était un amphithéose qui était prévu. Mais le Rwandais n'ayant pas bougé, effectivement, on considère que cet accord est devenu caduc. Mais je crois que si c'est en termes diplomatiques, c'est une manière de dire qu'effectivement, ils ne peuvent plus accepter ce deal. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu une opposition importante au sein de la population congolaise d'en face, mais je n'exclus pas que les protestations de la République démocratique du Congo aient eu une influence sur la position prise par le gouvernement congolais. Pourquoi la RDC protester cet accord? Le gouvernement a protesté contre cet accord pour quelle raison? Parce qu'encore une fois, c'est un pays agresseur. Et nous avons de très bonnes relations avec le Congo d'en face. Je vous rappelle que, rappelez-vous, le fleuve Congo, ce n'est pas une clôture, c'est un boulevard naturel, c'est un pont. Par conséquent, c'est quand même une grande complicité entre nos deux pays dans tous les domaines. Et par conséquent, le Congo d'en face ne peut pas rester indifférent au fait que notre pays soit occupé par un autre pays voisin, membre de la CAC, membre de l'Union africaine, membre des Nations Unies. C'est quand même intolérable. Donc, je crois que le Congo d'en face n'a pas été sourd aux préoccupations de la République démocratique du Congo. Sénateur Léonard chez Okitundu, on ne peut pas terminer cette interview sans toutefois avoir une pensée à ces populations qui sont dans le Nord Kivu et Sud Kivu, aujourd'hui victimes des atrocités de l'armée rwandaise avec la complicité du M23 et de l'AFC. Est-ce que vous avez un message adressé à cette population qui semble un peu être découragée? Tout à fait, que ces populations ne se sentent pas abandonnées. Et comme je vous dis, nous avons exclu une riposte militaire pour résoudre le problème de l'agression. On a opté pour une solution diplomatique. Et comme je vous dis tout à l'heure, le temps diplomatique a toujours été lent, mais ça finit toujours par produire des résultats. Donc, je voudrais dire à mes compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo qui ne désespèrent pas et qu'on travaille pour elles, pour non seulement mettre fin aux exactions dont elles sont victimes, mais en même temps, très particulièrement pour mettre fin à l'agression. Ce n'est que provisoire pour l'instant et les choses vont prendre une autre tournure, surtout après les bonnes nouvelles qu'on entend actuellement depuis Washington. Merci. Merci. Léonard Okitundu, et laissez-moi vous dire merci pour cette interview exclusive accordée à la RTNC. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Vous aurez toujours vos portes grandement ouvertes au cas où le besoin se faisait sentir. Merci de nous avoir accordé cette interview. Autant je vous remercie, autant je remercie Guilain Kassou qui a réalisé cette émission Regard diplomatique. Autant je remercie également les nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde qui suivent la RTNC pour s'informer en temps réel. Merci et